Le tour du monde en 72 jours de Nelly Bly. Chapitre 1. Une proposition. Comment m'est venue cette idée ? Remonter aux origines des idées peut parfois s'avérer compliqué. Elles sont le combustible même des journalistes, une denrée malheureusement trop rare sur le marché, mais pas impossible à dénicher. Celle-ci m'est apparue un beau dimanche, après que j'eus passé la journée, puis une bonne partie de la nuit, à ferrer un sujet. J'avais l'habitude de me creuser la tête le dimanche et de soumettre le résultat au bon vouloir de mon rédacteur en chef le lendemain. Or, ce jour-là, rien n'avait surgi à mon esprit et à 3 heures du matin, j'étais encore à me tourner dans mon lit, épuisée et migraineuse. Agacée par mon manque d'inspiration, je finis par me désespérer. Qu'est-ce que j'aimerais être à l'autre bout de la planète ? Tiens, mais pourquoi pas, songeai-je. Des vacances me feraient le plus grand bien. Je pourrais entreprendre un tour du monde. Il est bien plus facile de suivre le cheminement d'une idée. Revigorée, je pensais, si j'ai la certitude d'aller plus vite que Phileas Fogg, c'est décidé, je me lance dans l'aventure. Sur ce, je trouvai enfin le sommeil, déterminée à ne retourner au lit que quand je serais certaine de pouvoir battre le record du célèbre personnage de Jules Verne. Le jour suivant, je me rendis à l'agence d'une compagnie de steamers pour y consulter les horaires. Si j'avais découvert l'élixir de vie, je n'aurais pas été plus heureuse que lorsque je conçus l'espoir de faire le tour du monde en moins de 80 jours. J'abordai prudemment le sujet auprès de mon rédacteur en chef, craignant qu'il ne trouve mon projet trop farfelu. « Alors, avez-vous des idées d'articles » demanda-t-il quand je vins à sa rencontre. « Une seule, » répondis-je posément. Il était installé à son bureau et jouait avec ses stylos en attendant que je poursuive. Je lançai tout de go. « Je veux faire le tour du monde. »« Vraiment ?» fit-il en levant vers moi un regard pétillant de curiosité. « Oui, et je veux le réaliser en moins de 80 jours. Je pense pouvoir battre Phileas Fogg. Me donnerez-vous ma chance ?» Quelle fut ma déception lorsqu'il m'annonça que la rédaction du New World nourrissait déjà ce projet, mais avait l'intention d'envoyer un homme. Il me promit néanmoins qu'il me soutiendrait, et nous nous rendîmes sans attendre dans le bureau du directeur commercial. Sa sentence tomba comme un coup près. « Vous n'y arriverez jamais. Vous êtes une femme, vous aurez besoin d'un protecteur, et même si vous voyagiez seule, il vous faudrait emporter tant de bagages que cela vous ralentirait. En plus, vous parlez uniquement l'anglais. Ah, rien ne sert d'en débattre. Seul un homme peut relever le défi. » Fort bien. Alors je partirai en même temps que lui pour le compte d'un autre journal, et soyez sûr que je le battrai. « Vous en seriez fort capable, » marmonna-t-il. Ma vive réaction eut-elle une quelconque influence sur leur décision ? Difficile à dire. Difficile à dire. Toujours est-il qu'au moment de nous séparer, je fus heureuse d'entendre que si le New World devait valider le projet, je serais l'heureuse élue. Une fois cette promesse obtenue, d'autres missions éclipsèrent cette entreprise pour le moins révolutionnaire. Une année s'écoula, et par une froide et pluvieuse soirée, je reçus une note m'enjoignant de me présenter immédiatement dans le bureau de M. Pulitzer. Ce type de convocation, de surcroît en fin de journée, était chose inhabituelle, si bien que je me demandais quelle faute j'avais pu commettre. J'entrai et m'assis à côté de mon rédacteur en chef, attendant qu'il prenne la parole. Il leva les yeux de ses notes, puis demanda posément « Que diriez-vous de commencer votre tour du monde après-demain ?»« Oh, je peux même le commencer dès à présent, » répondis-je en essayant de ralentir les battements de mon cœur. « Si cela vous va, nous sonnerons le départ demain matin à Paris. D'ici là, vous devriez avoir largement le temps d'attraper le train postal qui part de Londres, et si vous le ratez, l'Augusta Victoria lève l'ancre le matin suivant. » Je préfère tenter ma chance avec l'Augusta Victoria pour gagner une journée. Le lendemain matin, je me rendis chez Gormley, le couturier adoré de ces dames, afin de lui commander une robe. Il était 11 heures quand j'arrivai et je lui expliquai en un rien de temps ce que j'attendais de lui.
Il me suffit de penser que rien n'est impossible à qui s'en donne la peine pour me donner du courage. Lorsqu'il faut accomplir à tout prix une chose, et ce en un temps record, et que je me heurte à ce genre de réponse « c'est trop tard, je ne pense pas que ce soit réalisable en si peu de temps », je réponds simplement « baliverne, quand on veut, on peut. Mais le voulez-vous vraiment ?» Cette réponse ne laisse personne indifférent. Pour tirer le meilleur de nos semblables ou accomplir soi-même un exploit, il faut toujours croire en la réussite de son entreprise. Par conséquent, j'annonçai à Gormley « Je veux une robe pour ce soir. » « D'accord, » répondit-il imperturbable, comme s'il était courant qu'une cliente lui demande de lui réaliser un vêtement si rapidement. « Une robe que je puisse porter tous les jours pendant 3 mois, précisai-je avant de le laisser à sa besogne. Il jeta plusieurs pièces d'étoffe sur une petite table de manière à ce qu'elles forment des plis harmonieux et étudia leur effet dans un miroir en pied. Il n'était ni nerveux ni pressé. Tandis qu'il testait les différents tissus, il devisait avec entrain. Son choix se porta enfin sur un fin drap bleu et un tartan en poil de chameau, une association qu'il jugeait de meilleur goût pour une robe de voyage qui se devait d'être confortable. Je fis mon premier essayage aux alentours de 1 heure. Quand je revins à 5 heures pour le second essayage, la robe était prête. La ponctualité et la rapidité de Gormley me semblèrent de bon augure pour un projet qui n'en exigeait pas moins de ma part. J'allai ensuite acheter un plaid. Puis je me rendis chez un autre tailleur pour dames où je commandai une robe légère que je pourrais porter dans les pays où l'été serait déjà arrivé. Je fis également l'acquisition d'un sac avec la ferme intention d'y serrer tous mes effets de voyage. Ce soir-là, je ne pus rien faire d'autre qu'écrire un mot d'adieu à mes amis et préparer mon bagage. Trier mes effets fut l'entreprise la plus difficile de ma vie. Comment les faire rentrer dans ce minuscule contenant ? Je réussis pourtant à tout y ranger, à l'exception de ma robe de rechange. Je me trouvais face à un terrible dilemme. Préférais-je me charger d'un paquet supplémentaire ou voyager avec une seule robe ? Ayant une aversion pour les paquets, je jugeai bon de sacrifier le vêtement. Je dénichai un corset de soie de l'été précédent qui, après maints pliages, finit par se loger dans mon sac. Je crois être devenue la fille la plus superstitieuse qui soit. La veille, mon rédacteur en chef m'avait confié qu'il s'était décidé à m'envoyer autour du monde après avoir fait un rêve prophétique. Dans ce rêve, je lui annonçais que je comptais participer à une course. Doutant de mes talents de compétitrice, il s'était retourné afin de ne pas être témoin de mon échec. L'orchestre se mettait à jouer, comme il le fait en pareille occasion, et le public éclatait en applaudissements pour saluer le vainqueur. Je venais alors à lui, les yeux remplis de larmes. J'ai perdu. « Oh, je peux facilement interpréter ce rêve, » dis-je à la fin de son récit. « Au début de mon voyage, je réussirai à décrocher quelques bonnes histoires, mais l'un de nos concurrents me battra. » Quand j'eus le lendemain la confirmation de mon voyage, un sentiment de terreur s'abattit sur moi. Je craignais que le Time remporte la course et que j'échoue à réaliser mon tour du monde dans les délais. Pour couronner le tout, je n'étais guère vaillante à l'époque. Depuis près d'1 an, pas un jour ne s'était passé sans que je sois prise de migraine. Moins d'1 semaine auparavant, j'avais d'ailleurs consulté plusieurs éminents médecins car je craignais que mon travail ait eu raison de ma santé. Cela faisait en effet près de 3 ans que j'exerçais la profession de journaliste et je n'avais pas pris un seul jour de repos. Cette aventure avait donc un goût de vacances bien méritées, à dire vrai, les plus délicieuses qui soient. La veille de mon départ, je me rendis à la rédaction du journal où je reçus 200 livres en pièces d'or et billets de la Banque d'Angleterre. Je glissai les pièces dans mes poches et les billets dans une bourse en peau de chamois que je nouai autour de mon cou. En plus de quoi, j'emportai un peu d'argent américain que je comptais utiliser dans différents ports afin de voir si notre monnaie circulait hors des États-Unis. Tout au fond de mon sac se trouvait un passeport un peu particulier portant le numéro 247 et signé de la main de James J. Blaine, secrétaire d'État. Quelqu'un avait suggéré qu'un pistolet serait utile pour lui tenir compagnie, mais persuadé du bon accueil que l'on me réserverait à l'étranger, je ne suivis pas ce conseil. Je savais que si je me conduisais convenablement,
Il y aurait toujours des hommes prêts à voler à mon secours, qu'ils soient américains, anglais, français, allemands ou toute autre nationalité. J'aurais très bien pu acheter tous les billets de mon voyage à venir à New York, mais je songeais que je pourrais à tout moment avoir à modifier mon parcours. Par conséquent, le seul billet que je pris fut celui pour Londres. Quand j'allais faire mes adieux à mes confrères, je découvris qu'aucun itinéraire n'avait été préparé et que personne ne pouvait me dire si, oui ou non, le train postal à destination de Brindisi partait de Londres le vendredi soir. Nous ne savions pas non plus si c'était le bateau pour l'Inde ou celui pour la Chine qui partait de Londres la semaine où j'étais censée arriver dans la capitale anglaise. Ainsi, quel fut mon étonnement quand, en arrivant à Brindisi, je découvris que le bateau partait en fait pour l'Australie. Je suivis un homme mandaté par le New World pour aider l'agence maritime à organiser les choses au mieux de ce côté-ci de l'océan. L'histoire dira s'ils avaient vu juste ou non. À mon retour, de nombreuses personnes voulurent connaître le nombre précis de tenues emportées dans mon unique bagage. Certains soutenaient que je n'en avais pris qu'une, d'autres que j'avais choisi des toilettes en soie qui prennent peu de place, d'autres encore me demandèrent si je n'avais pas acheté en route ce qui me faisait défaut. Nous ne pouvons nous rendre compte de ce que contient une simple sacoche tant que nous ne sommes pas contraints à faire preuve d'ingéniosité pour que chaque chose y occupe le moins d'espace possible. La mienne put ainsi recueillir 2 chapeaux, 3 voiles, une paire de pantoufles, un nécessaire de toilette, un encrier, des stylos, des crayons et du papier, des épingles, des aiguilles et du fil, une robe de chambre, un blazer, une flasque et une tasse, des sous-vêtements, une généreuse réserve de mouchoirs et de ruches, et, indispensable mais ô combien encombrant, un pot de cold cream censé protéger mon visage des intempéries. Quelle plaie que cette crème! Elle prenait plus de place que toute autre chose et avait le chic pour m'empêcher de fermer mon sac. Sur le bras, je portais un morceau de soie imperméable, unique protection contre la pluie dont je disposais. L'expérience m'a montré que j'avais emporté avec moi plus que nécessaire. Dans chaque port où je séjournais, il y avait au moins une belle boutique de prêt-à-porter, à l'exception peut-être d'Aden, mais comme je n'y ai rien acheté, je ne puis le certifier. Ces préparatifs m'ont tant occupé. Si l'on voyage pour son seul plaisir et non dans le but d'impressionner ses pairs, le problème des bagages n'en est plus un. À une seule occasion, à Hong Kong, lors d'un dîner officiel, j'ai regretté de ne pas avoir de robe de soirée, mais cette déception fut moindre comparée aux 1000 tracas que m'auraient causé des mâles à surveiller.